Alors, comment faire pour que sa bracha soit une bracha avec un bon kéli, d'une manière où ça nous fait que du bien, etc. On voit dans la paracha de la semaine prochaine l'histoire de Bnei Gad et Bnei Reuven. Bnei Gad et Bnei Reuven, 2 tribus et demie, sont venus chez Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, regarde, on a énormément de troupeaux. Ils sont devenus très très riches. Mamash, ils avaient une richesse. Et ils ont dit, donc c'est comme ça, on a réfléchi, plutôt que rentrer en Eretz Israël, on n'a qu'à rester à travers le Jourdain, la Syrie, la Jordanie, des pays extraordinaires, et comme ça, on laisse notre part à nos frères en Eretz Israël. Et là, Moshe Rabbeinu, il s'est vraiment énervé sur eux. Il leur a dit, vous avez pas honte. Il les a appelés Tarbout, Anashim Chataim. Vous êtes un mouvement de fauteurs. Pourquoi ? Il leur dit, déjà les explorateurs, ils ont désespéré le peuple d'Israël. À cause de ça, la génération qui est sortie du désert est morte dans le désert. Vous, maintenant, vous allez encore une fois désespérer vos frères. On ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Et Mamash, il leur a crié. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont dit non, pas du tout. C'est pas notre attention. Nous, on est prêts à s'engager, à rentrer avec nos frères en Eretz Israël, faire la guerre, et après on va retourner. On installe nos femmes et nos enfants, nos troupeaux, et après on revient. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, si c'est comme ça, je suis d'accord. Et il a fait une condition, vous installez vos familles, et au retour, après que vous avez fait la guerre avec vos frères, là vous retournez. Et ce qu'il y a de très étonnant quand on lit cette paracha chaque fois, je vais mettre pendant plusieurs années cette question, pourquoi il s'est énervé aussi vite ? Il a qu'à leur dire, non, tout de suite il a soupçonné, c'est pas le style de Moshe Rabbeinu, Anav, il est modeste, il prend les choses. Il y a ici, Rabotaï, un message extraordinaire. Est-ce que c'était une bonne affaire, ce qu'ils ont fait Bnei Gad et Bnei Reuven ? Très, très, très mauvaise affaire. C'est vrai qu'ils ont triplé à fois 10 leur territoire, parce qu'en Eretz Israël, ils auraient eu un petit terre, et là, ils ont eu des terres énormes, mais, comme dit le pasouk du roi Salomon, Nachala mevohelet bitrilata, un héritage précipité dans son démarrage, acharita lotevorach, la fin elle n'est pas bénie. Si quand tu as créé la chose, c'était comme ça, précipité, pas bien construit, lotevorach. Alors, c'est eux qui sont partis en exil en premier, beaucoup avant le peuple d'Israël. Nebuchadnezzar les a pris en exil. Ensuite, la ville était remplie d'assassins, à tel point que Moshe Rabbeinu, quand il a mis les villes de refuge, tu sais pourquoi on a fait des villes de refuge ? Celui qui tuait sans faire exprès. Il faisait des travaux, il a fait tomber son marteau, il a tué quelqu'un. Il devait aller dans la ville de refuge et rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Sans ça, il peut se faire tuer par la famille. Ils ont le droit de venger, même s'il n'a pas fait exprès, c'est la halakha. Donc des villes de refuge, c'était pour accueillir les assassins qui tuaient sans faire exprès. Et Moshe Rabbeinu, vous savez combien de villes il leur a mis là-bas ? Pour 2 tribus et demie, il a mis l'équivalent de 9 tribus et demie. 3 villes de refuge en Israël, 3 villes de refuge à... Pourquoi la Gemara a dit Nefichir Otzrim ? La vie là-bas, elle n'avait pas de valeur. Il dit le Maharal de Prague, quand un homme il tue sans faire exprès, c'est qu'il ne fait pas assez attention. Hier à Modi'in, un bus il a écrasé un enfant dans le passage piéton. Et les gens ils ont dit c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils font pas attention, ils n'ont pas la valeur de la vie. Donc là-bas ils ont perdu les valeurs, ils ont fauté, et même eux ont regretté leur choix. Après la guerre, alors ils étaient très sérieux, ils ont fait pas rien que 7 ans de guerre, ils sont restés 14 ans avec leurs frères. Mais quand ils sont retournés, ils ont dit dommage, vaut mieux Melo Chofnaim Nachat, vaut mieux avoir une petite poignée de bonheur et de satisfaction que des terres entières pleines de disputes. Ça veut dire vaut mieux un petit terrain en Eretz Israël que 10 fois plus à travers le Jourdain. Alors qu'est-ce qui les a amenés comme ça à faire cette erreur et à mal terminer ? Il dit, Moshe Rabbeinu leur a dit, vous avez mis l'argent en priorité dans votre vie. C'est là où tout se joue. Quand ils sont venus demander, il les a attrapés, comme on dit en hébreu, alham, c'est quoi alham ? Sur le champ.
Ils ont dit, on va faire des enclos, des fermes pour notre troupeau et des maisons pour nos femmes et nos enfants. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'abord? Ils ont parlé d'abord du troupeau. Ça veut dire que dans leur esprit, ce qui les préoccupait plus, c'était l'argent, la richesse, les plaisirs. Donc ils ont inversé. Il leur a dit, Moshe Rabbeinu, Asitem à Tafel Ikar, vers Ikar Tafel. Vous avez fait l'essentiel, vous l'avez rendu secondaire. Le Limouda Torah, la Kdusha d'Eretz Israël, vos femmes, vos enfants. Personne dit, qui c'est que dans sa tête, il imagine que demain il a beaucoup d'argent, il laisse sa femme de côté, il laisse les enfants, il s'occupe. Non, pas du tout. Mais pourquoi on veut de l'argent? Pour bien construire notre vie, avoir une bonne famille, etc. Eh ben non, malheureusement, c'est ce qu'il leur dit Moshe. Quand la Torah, quand l'argent, elle monte à la tête, et l'homme il rend de ça sa priorité, Hachem Ishmor, il inverse les rôles. Le secondaire devient essentiel. Et ça, je l'ai entendu même, il n'y a pas très longtemps, d'une femme. Elle a dit comme ça devant son mari. Parce qu'ils sont, limite, ils sont en train de se perdre. Elle lui a dit, l'argent, elle lui est montée à la tête. Elle lui est montée à la tête, ça veut dire qu'il n'est plus là, il est dans son argent, sa tête elle est là-bas. Il a beau vouloir faire des efforts, et c'est vrai que même lui quand on lui parlait, tu sens qu'il était ça. La famille c'était pas son inquiétude première, mais comment? Tu as des enfants, tu as une famille, et pour qui tu travailles si c'est pas pour eux, pour toi et pour tes descendants? Et malheureusement, il y a même des gens, ils se marient pas à cause de l'argent. Comment? Le bonheur d'un homme c'est les enfants, la famille. Alors ça, c'est un avertissement. Avant de se lancer vraiment dans la vie matérielle, se dire attention, qu'est-ce qui va être l'essentiel chez moi? J'ai raconté cette histoire. Comme ça, on la raconte beaucoup le soir de Pessah. Tu entends le soir de Pessah, on raconte cette histoire. Il y a un homme, il s'est enrichi comme ça. Mais c'était un brel, c'était un homme, il n'avait pas de sagesse et d'études et rien. Mais une fois qu'il s'est enrichi, il a pris à la maison tous les jours des professeurs, un rave, et il a voulu tout apprendre. Donc la moitié de sa journée, il payait pour apprendre, pour être un chacham. À part ça, il profitait. Et tous les ans, il réunissait toute sa famille, les enfants, les petits-enfants, l'anniversaire du jour où il s'est enrichi. Et il donnait des cadeaux et tout. C'est passé 30 ans, 40 ans, la roue elle a tourné malheureusement, et il a perdu tout son argent. Donc les enfants, ils ont dit dommage, il n'y aura plus la fête. Mais ils étaient étonnés. Quand arrive la date d'anniversaire, ils sont invités, il a fait des efforts. Vous savez, un riche, toujours, il lui reste un peu. Il a fait la fête, il a offert les cadeaux. Et un des petits-enfants lui a dit, papy, non, pourquoi cette fête? Il n'y a plus la richesse. Ça y est, sur quoi on est? Il leur a dit, j'ai plus la richesse matérielle, mais il me reste ma sagesse. J'ai tout. En fait, c'est pas grave, l'argent c'est extérieur, ça vient, ça va. Il a su, ça c'est Arézé Meshubach, ça c'est un homme louable, un homme qui se dit, si demain Bezrat Hashem, je réussis, Blineder, je suis au Beth Midrash jusqu'à minimum 11h du matin. Si c'est pas plus, comme ça, je deviens un Talmid Chacham, j'étudie. Moi d'abord, ça va être la famille, priorité. C'est pas j'arrive le soir à la maison, la femme écrit, tu as ton téléphone, tu es toujours dans ton travail, tu n'as pas le temps pour nous. Pas du tout. Je mets les mitzvot en priorité. Je vais construire des yeshivot avec mon argent. Je vais faire des grandes choses du mérite. D'abord moi, et après les choses extérieures. Les vraies qualités d'un homme, c'est pas les qualités extérieures. C'est, comment a dit la Mishnah, l'intérieur. Kana, il y a combien de couronnes dans le monde? Keter Torah, Keter Malchut et Keter Kehuna. Pour nous, il reste que Keter Torah à prendre. Mais dans la Mishnah, il rajoute une 4e couronne. Keter Torah, vous avez dit? Keter Torah, Keter Kehuna, les Kohanim. Okay. C'est parti déjà pour Aaron et ses enfants. Keter Malchut, c'est parti pour David Ameler. Il reste Keter Torah. Mais il y a encore une couronne, on ne sait pas d'où elle sort. Elle s'appelle Keter Shem Tov Olé al Gabehen. La couronne du bon renommé monte sur tous les 3 couronnes. C'est quoi la Keter du bon renommé? Celle-là, elle est valable pour le Kohen, pour le roi, pour celui qui étudie la Torah, ou même celui qui n'a pas eu la chance d'avoir aucun des 3.
c'est Keter Shem Tov. C'est quoi Keter Shem Tov? La couronne des acquis de qualité que l'homme il a eu pour lui. Kana lo Shem Tov, Kana le'atzmo, dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Tu as eu le bon renommé, c'est que tu as acquis des qualités personnelles à toi. On dit même que chaque tzaddik, après 120 ans, il aura combien de mondes? Qui c'est qui connaît? Combien de mondes? De mondes dans le... Combien Hachem lui réserve des mondes? Shai Olamot. 310 mondes à chaque tzaddik, comme ça il dit, pourquoi 310? D'où il sort ce chiffre? Il dit le Maharal, parce que si vous prenez la valeur numérique de Keter, c'est 620. Comme les 620 mitzvot qu'on a, oui, on a 613 mitzvot de la Torah, 7 des Chachamim, ça fait 620 Keter. Quand il y a une couronne, la moitié de la couronne est dans la tête et la moitié elle reste à l'extérieur. Il dit le Maharal, on va te donner un monde entier, mais sur quoi? Sur tes vraies qualités. Tout ce qui est à l'extérieur, ça, on va calculer, peut-être on va donner une chambre en plus, une maison en plus, mais sur quoi on va te donner un monde entier sur la partie de la couronne qui rentre dans la tête, ce qui est ta richesse, Kana le'atzmo, les qualités de l'homme lui-même. Et ça, tu peux le faire avec la Torah, avec la Keuna. Des fois même, il y a un qui n'a pas eu la chance d'avoir rien de tout ça. Mais il fait de la tzedaka, il fait des mitzvot, il aide les gens, il fait du chesed. Là, il a Keter Shem Tov. Tout le monde dit, voilà, celui-là, magnifique, c'est un exemple. Eh bien, ça, c'est les qualités. C'est sur ça qu'il faut investir dans sa vie. Si on veut la bracha, il dit, Rav Simcha Zissel de Kelem, pourquoi mon cher Rabbeinu s'est tellement énervé sur eux? Parce que c'est pas qu'ils soupçonnaient qu'ils veulent pas aller. Ils savaient qu'ils vont aller. Il a compris que s'ils ont changé et que pour eux l'essentiel est devenu secondaire, alors les amis n'auront plus de valeur. Baruch Hashem, je vois ici, il y a la valeur des amis. Baruch Hashem, Chazak John. Il y a la valeur des amis. Mais quand un homme il met l'argent essentiel, il veut plus voir ses amis. Combien de gens se plaignent? Ah, notre ami, on était des grands copains et tout, maintenant il a de l'argent. Il nous regarde de haut, il nous regarde même plus. Les amis, Eretz Israël, pour eux, ça n'aura plus de valeur. Je suis sûr, il dit Moshe Rabbeinu, qu'après ma mort, ils vont dire non, nous on n'est pas engagés. Pour eux, il n'y aura plus d'importance. Parce que quand tu perds l'importance de ce qui est essentiel dans ta vie, Chaz v'Shalom, tu perds l'importance de tout. C'est pour ça que quand on veut la bracha, quand on commence à la déclencher, encore plus il faut se renforcer dans le Limouda Torah, se fixer Kava Ta'itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments à l'étude? C'est très important. Les tfilotes, avant d'aller au travail, pourquoi on est pressé d'arriver ici à 9h? Ça va, il y a toute la journée. Passe au Bet HaKnesset, fais ta tfila bekavana, profite de la Gdusha et après tu viens au travail, Mayesh. Alors on finit un peu plus tard le soir. Pourquoi? Parce que dans la vie, si on ne met pas l'essentiel à sa place, on le perd. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui laissent leurs enfants et qui les abandonnent, alors que tout leur travail c'était pour les enfants, ils les abandonnent. Pourquoi? Parce que quand ça change, quand le sens des choses y change, c'est tout perdu. J'ai raconté cette histoire magnifique d'un homme très riche qui s'appelait Dvaïs en Russie. C'était presque, tellement il était riche, il était considéré comme un ministre. Il avait comme ça une résidence, un palais, dans les forêts de la Russie, etc. Et c'était un grand donateur pour les yeshivot, un homme qui avait des vraies valeurs. Donc même si tout le temps il fréquentait la Russie, les ministres, il était très la Torah, pour lui c'était essentiel. Et voilà qu'un jour Rav Elchanan Wasserman, qui était Rav Elchanan Wasserman, l'élève du Chafetz Chaim, qui a été tué par les Allemands, Hashem Yikom Damo. Mais c'était une grande pointure. Quand vous étudiez la Gemara, dans les commentaires là-bas, Rav Elchanan Wasserman, c'était... Et en plein hiver, il a eu besoin d'argent pour la yeshiva. Il n'avait plus de quoi donner à manger à sa yeshiva, qui était dans la ville de Beranovitch. Maintenant, en hiver, les gens ne voyageaient pas pour chercher de l'argent pour les yeshivot. Il fait froid, il y a de la neige, on est en Russie, c'est pas de la rigolade. La boue, il n'y avait pas les routes, mais il n'y a pas le choix. Il a décidé, il va voyager, il va voir ce monsieur-là, Donc il voyage. Quand il arrive à la gare, il faut faire maintenant 3 kilomètres. Il n'a pas d'argent pour payer le cocher, pour le prendre.
Alors il marche à pied dans la boue, dans le froid, dans la neige. Dès qu'il arrive, ses pieds, c'était des bottes de boue et de neige, tellement c'était... Alors il a dit, comment je vais faire? Je vais rentrer, je vais tout salir. Il y a des tapis rouges, c'était vraiment royal. Comment on va faire? Il a réfléchi, il s'est rappelé que par la cuisine, il y avait une petite entrée où, là-bas, l'économa, où on met la balai. Alors il a tapé à la porte par là-bas, et la fille du riche lui a répondu, l'a fait rentrer, elle est partie appeler son père. Et quand le père il est arrivé, il a dit, oh Rav, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu es rentré par là? Machin, il s'est mis à se... Alors lui, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré par la petite porte. Je veux pas que mes filles ressentent que les ministres y rentrent par l'entrée principale, sur les beaux tapis, on leur brosse leurs chaussures, on les reçoit, et que le Rav il arrive, et ils rentrent par des petits... Non, s'il te plaît Rav, refais le tour. Mais Rila, il lui dit, ça se fait pas, mais... Bon, le Rav, il fait le tour, il re-rentre, il salit tout, c'est pas grave, on le nettoie, il envoie, les filles, elles arrivent, elles amènent... Malheureusement, il y a eu la révolution en Russie, les bolcheviks et ils lui ont pris tout son argent. Ils ont pris tous les riches, ils les ont envoyés en exil. Et du coup, il s'est retrouvé chez sa fille. Il n'avait même plus de maison pour habiter. Ils lui ont tout pris, tout pris. Les gens, un jour, ils lui ont dit, mais dis-moi, comment tu n'es pas devenu fou? D'une richesse pareille à une situation comme ça, c'est pas... Il leur a dit, vous inquiétez pas, j'ai gardé 2 diamants qui valent des millions. C'est qui ces 2 diamants? Ces 2 filles qui étaient mariées à de grands rabbinim. Il a dit, normalement, avec ma richesse, les enfants, ils voient c'est quoi l'essentiel dans la vie. Moi, je me suis battu, et c'est pas pour rien que j'ai fait rentrer le Rav pas. Je me suis battu pour qu'ils gardent les valeurs. C'est un travail, il faut pas croire que c'est évident. On connaît, nos parents nous ont éduqués. Non, 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 non. L'argent, ça monte à la tête. Pas que l'argent. La Gemara a dit, il y a 3 qualités que celui qui les a, il a tout. La sagesse. Tu entends le prénom, non? David. David. Les gens intelligents, ils peuvent tout avoir avec l'intelligence. Les gens forts, grands footballeurs, je sais pas, tous des millions. Et la richesse. Ces 3 qualités, si tu l'as, tu as tout. Mais à condition, il dit le Midrash, que tu les reçois d'Akadosh Baruch. Mais si tu les arraches, et le Midrash y ramène, Korach, il a arraché sa richesse. Korach aussi était très riche. Il a été avalé dans la terre, il a tout perdu. Comment? La richesse, elle doit tout donner. La force, Shimshon, la sagesse, Bilam, ils ont tout perdu. Comment c'est possible qu'un cadeau comme ça, si le cadeau il vient du ciel, tu as tout gagné. Si tu l'arraches, tu as tout perdu. C'est quoi arracher le cadeau? Mais tout vient du ciel. L'arracher, c'est un père qui donne à son fils. Tout, il lui donne carte bleue, voiture, et le fils, il ne veut plus parler à son père. Alors le père, qu'est-ce qu'il dit? Écoute, tu as oublié que c'est moi qui t'ai donné. Je vais tout reprendre, c'est pas moi. Arracher, ça veut dire déconnecter la bracha de sa source. Un homme qui reste avec les vraies valeurs, surtout il dit merci Hachem, il se rappelle, il veut pas devenir la gava, ça pourrit la personne, ça pourrit jusqu'au bout. Un homme, il se rappelle tout le temps. Bon Hachem, il dit, rien qu'en voit moi, je vais toujours me rappeler que c'est toi qui me l'as donné. Je vais toujours travailler sur ma gava, je suis comme tout le monde, m'occuper des gens simples comme il a fait Abraham Avinu. Se rappeler, ça c'est un cadeau qui vient complètement du ciel. Il dit le Midrash, les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils sont pas allés dans ce sens-là. Ils ont arraché les cadeaux. Et donc c'est un grand message, on ne va pas être plus lent que ça. C'est la paracha de cette semaine, c'est Pinchas. Pinchas n'était pas Cohen, il n'a pas été oint. Vous savez pourquoi il n'a pas été oint? Parce que quand ils ont oint Aaron et ses 4 enfants, lui il était déjà né, mais il ne faisait pas partie du groupe. Donc il était dehors. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a réservé sa place. Il a fait oublier la halacha à Moshe Rabbeinu, qu'il fallait aller tuer la Midianite. Il a fait oublier à Moshe. Moshe ne savait plus quoi faire pour que Pinchas y vienne. Et ils prennent et ils deviennent Cohen par son propre travail. Il n'y a pas plus beau que le Shem Tov. C'est quoi le Shem Tov? C'est les qualités qu'on arrive par notre propre travail. Si on veut Bezrat Hashem, une vraie bracha, il faut travailler sur ces 3 choses-là, qui sont liées en fait. Toujours mettre l'essentiel à sa place. Le limoud, la tfila, la hirat shamayim, les mitzvot, le maaser, la tzedaka, tout ce qui est lié à notre réussite, le mettre à sa place, ikar, il est essentiel. C'est pas secondaire, tu me prends la tête, allez je vais t'aider,
Non, je suis là, pourquoi je veux réussir? Pour aider, pour faire du chesed. Voilà, regardez la belle table, voilà. On fait des choses. Ça, c'est 1. 2, se rappeler que tout ce qu'on a, merci Hachem. Toujours merci Hachem. Toda rabba lecha Hachem. Modéani lefanecha. Et 3, en même temps, rabaisser avec ça sa gava. Que ça ne nous rend pas des orgueilleux, ceux qui oublient les amis, ceux qui oublient les valeurs, ceux qui oublient la famille, mais au contraire, mettre toutes les valeurs à leur place et se dire, moi je suis là qu'un bon Kéli pour recevoir la bracha d'Hachem et la redistribuer dans la bonne destination, pour les bonnes causes, faire de ça que ce qui est bien. Voilà, c'est comme ça qu'on peut avoir une vraie bracha, Bezrat Hachem.